Parlons humanitaire, l'entretien. Institut Cailloux. Tu sais quel est le problème de l'Afrique? C'est qu'ils s'en vont tous. La traite des êtres humains et la migration ont en commun que ce sont des sujets très complexes, souvent incompris, paradoxalement très à la mode dans les médias et souvent réduits à de simples clichés. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Olivier Péroux, qui travaille ces questions depuis de nombreuses années. Alors Olivier, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter ? Bonjour, je m'appelle Olivier Péroux, je suis sociologue de formation. Alors, je travaille pas nécessairement dans un cadre universitaire, mais plutôt sur ce qu'on appelle des recherches-actions. Quand des populations pour lesquelles l'accompagnement social classique ne fonctionne pas sont sur des territoires, et ben souvent je suis missionné pour essayer de comprendre quelles sont les difficultés qu'elles rencontrent, quels sont les blocages, et ça dans le but de mettre en place en fait des outils d'accompagnement. Parmi mes spécialités, c'est vrai qu'il y a les questions effectivement des migrations, notamment des mineurs, et aussi tout ce qui est autour de ce qu'on appelle la traite des êtres humains. Je suis amené à travailler dans plusieurs associations, et puis à côté, je suis aussi amené à faire des expertises pour le Conseil de l'Europe, l'ONUDC, c'est une agence de l'ONU qui travaille sur tout ce qui est traite et crimes organisés. Et enfin, je suis membre de la Commission nationale anti-traite en France. Initialement, je suis très spécialisé sur tout ce qui est Europe de l'Est, Balkans. Et puis, ces derniers temps, j'ai été amené à travailler au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et en Afrique de l'Ouest. À ton avis, quels sont les préjugés et les clichés les plus communs sur les migrants et les questions de traite des êtres humains ? Parmi les préjugés, c'est qu'on a l'impression qu'effectivement, les migrants vont venir dans tous les pays d'Europe et vont donc faire exploser le modèle social. Sur la migration, on est vraiment sur un paradoxe parce que d'un côté, il y a des gouvernements qui doivent composer avec les opinions publiques qui ont ces peurs-là et qui ont été renforcées avec le terrorisme et autres. De l'autre côté, les migrants n'ont jamais été aussi utiles à l'économie européenne. Pourquoi ? Parce que on a une pyramide des âges qui est vieillissante et on a des besoins en main-d'œuvre qui sont très importants. Alors, sur les victimes de traite, on est persuadé que toutes les victimes de traite sont étrangères. C'est associé uniquement à l'exploitation sexuelle et donc à des femmes étrangères. Et enfin, je pense que le dernier cliché, alors qu'un peu plus technique, c'est que on est persuadé qu'effectivement, les victimes de traite, il faut que ce soit donc des réseaux organisés, qui soient souvent des réseaux pyramidaux et qu'il y ait un grand nombre de personnes qui soient exploitées avec une sorte de filière qui les amènerait du pays d'origine au pays de destination. Or, il est évident qu'il y a énormément de modèles et parfois, c'est juste une personne qui va exploiter une autre personne. Et quelles sont, selon tes travaux, les principales motivations à la migration ? Dans les discours qu'on peut entendre, notamment en Europe, aux États-Unis aussi, on est persuadé que des gens qui vont venir dans des pays riches, ce sont des gens qui sont pauvres et qui n'ont du coup pas les moyens de subsister chez eux. C'est pour ça qu'ils migrent. Dans les faits, c'est absolument pas ça qu'on constate. C'est-à-dire que si je prends un pays comme le Niger, c'est un pays qui est dans les 10 derniers pour ce qu'on appelle l'indice de développement humain. Au Niger, on n'a plus que 16% de terres arables, ce qui fait qu'on est pratiquement sur une situation qu'on peut appeler de réfugiés climatiques. On est environ à 7,4 enfants par femme. Il y a tous les indicateurs qui font que ces personnes au Niger devraient venir massivement en Europe. Et en plus, leur situation géographique, qui est juste au sud de la Libye, fait que quelque part, ils sont très proches des portes de l'Europe. Et pourtant, en Europe, on voit vraiment un nombre extrêmement faible de personnes qui viennent du Niger. En revanche, si on prend les mineurs non accompagnés les plus nombreux accueillis en France, ce sont des Guinéens. La Guinée, en Afrique de l'Ouest, on appelle ça le château d'eau de l'Afrique. On a des réserves minières très importantes. Et pourtant, ce sont ces personnes-là qui migrent le plus. On n'est pas sur des critères qui seraient macro et qui expliqueraient pourquoi les gens décident de partir. Ce qui explique la migration, souvent, c'est la présence de diaspora dans certains pays. Ça peut être effectivement un conflit comme le conflit syrien, mais ça n'explique absolument pas toutes les migrations. Et à chaque fois, bien sûr, on sera toujours sur une sorte de cumulation de facteurs. C'est-à-dire qu'on n'est jamais vraiment sur que de l'économique, que des problèmes familiaux, même que du politique. C'est toujours une cumulation de facteurs qui amène à la migration. Et la migration vers les pays riches touche en grande partie quand même plutôt des personnes qui sont dans des classes moyennes. Et ce ne sont pas du tout les plus pauvres des pauvres. Contrairement à ce qu'on peut entendre, les plus pauvres des pauvres restent chez eux, ceux qui sont un peu moins pauvres vont aller dans les pays voisins, et ceux qui ont déjà plus de moyens vont se rendre effectivement dans des pays riches quand ils voient que c'est une opportunité, et cela suppose quand même d'avoir soit des moyens, soit une diaspora présente.
La question du passage et du contrôle des frontières est un sujet central pour les gouvernements. Mais quelles sont les conséquences de ces tentatives de régulation des mouvements migratoires pour les migrants ? Déjà, il y a un vocabulaire qui est piégeant, parce qu'on utilise le mot sécurisation des frontières. Donc, quand on lutte contre le trafic de migrants, c'est là où ça se différencie totalement de la lutte contre le trafic de personnes. On cherche à protéger les frontières, alors que quand on lutte contre le trafic de personnes, on cherche à protéger des personnes. À partir du moment où les frontières deviennent de plus en plus difficiles à franchir, un migrant qui n'a pas obtenu de visa, ce qui est le cas de beaucoup de personnes qui font des demandes de visa, il va être tenté pour passer par ce qu'on appelle la migration irrégulière. Plus les frontières sont sécurisées avec des technologies et autres, plus il est obligé de recourir au service d'un passeur. Pour donner une petite illustration concrète, à Calais, c'est là où souvent on a tendance à se masser les migrants qui cherchent à rejoindre le Royaume-Uni. La première fois que j'avais travaillé là-bas, c'était en 2010. Le passage était entre 0 et 500 euros. On avait des migrants qui faisaient passer d'autres migrants et qui se faisaient rémunérer, mais quelquefois des migrants arrivaient à se cacher tout seuls dans des camions et donc passaient gratuitement. Depuis 2010, on a eu des frontières qui ont été cette frontière a été militarisée. Maintenant, on a une triple barrière, on a des détecteurs de respiration humaine, on a des chiens. Quand on regarde les prix du passage actuel, on est sur un prix qui oscille entre 5 000 et 7 000 euros. L'augmentation des prix va faire que ce marché devient un marché très lucratif pour le crime organisé. On n'est plus sur des passeurs amateurs, si je peux utiliser ce mot. Et du coup, c'est pas surprenant qu'on voit des organisations albanaises qui étaient actives dans le trafic de drogue, qui a développé donc une compétence dans le passage. Idem sur les Kurdes irakiens, qui ont développé aussi cette compétence du passage. Et si on va, par exemple, du côté des États-Unis, si on regarde ce qui se passe à la frontière Mexique et États-Unis, là aussi, on est sur une frontière militarisée et on s'aperçoit que les cartels mexicains ne se sont jamais aussi bien portés. Donc, on peut affirmer sans difficulté que plus on va sécuriser une frontière, plus on développe le crime organisé et donc plus les passeurs vont avoir du pouvoir et une forme d'emprise sur les personnes qui cherchent à passer. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer à quel type de risques sont exposés les migrants pendant leur parcours migratoire ? Le premier type, c'est effectivement tout ce qui va être lié à la traversée en elle-même, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des agressions, on peut être abandonné dans le désert, dans des montagnes, etc. Il n'y a pas d'eau, pas de nourriture, avec bien sûr cette traversée en mer qui est extrêmement dangereuse et qui n'a jamais été aussi dangereuse. Si on compare le nombre de morts en proportion par rapport au nombre de traversées juste dans le cas de la Méditerranée, effectivement, le risque ne fait que d'augmenter chaque année. Et puis le deuxième type de risque, ce sont les risques qui sont liés à l'économie du passage. Les migrants vont recourir soit à ce qu'on appelle le step by step, ils vont voyager jusqu'à une frontière, travailler, alors souvent il peut y avoir de l'exploitation, et une fois qu'ils ont assez d'argent, ils vont payer un passeur local et continuer. Et puis il y a aussi ce qu'on appelle le passage garanti, c'est-à-dire qu'on paye un passeur. Pour les deux types de passages, on a un autre facteur qui vient se rajouter, notamment pour l'Afrique de l'Ouest, mais pas que. C'est ce qu'on appelle en fait tous les systèmes de séquestration et de rançon. Depuis 2016, on s'aperçoit que ce qui s'est déjà passé en Libye, c'est-à-dire le fait qu'on ait des migrants qui soient séquestrés, qu'on appelle leur famille pour obtenir de l'argent, et s'ils n'arrivent pas à fournir cet argent, ils se retrouvent non seulement torturés, mais après vendus sur des marchés en tant qu'esclaves. Et ben, ce modèle, en fait, a infusé l'ensemble des pays d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique du Nord et aussi d'Afrique de l'Est. Dès le nord du Mali, par exemple, on appelle leur famille. S'ils ne peuvent pas payer, dans ces cas-là, ils sont torturés. Et quand ils payent, ils sont libérés, mais sauf qu'ils ne peuvent pas prévoir sur la route combien de fois ils vont être séquestrés. Les migrants sont devenus, de façon quasi systématique, une forme de marchandise comme une autre, au même titre que le trafic d'essence, de cigarettes. Aujourd'hui, on parle de migration et de traite des êtres humains. En quoi peuvent-elles être liées ? On peut dire effectivement qu'il y a un vrai lien entre migration et traite. Il n'est pas mécanique. Toutes les personnes qui sont en situation de migration irrégulière ne seront pas victimes de traite, mais l'économie du passage crée chez la plupart des migrants un endettement. L'argent qu'ils ont déboursé pour le voyage, souvent c'est de l'argent qu'ils ont emprunté et qu'il va falloir rembourser. Et ça crée ce qu'on appelle de la servitude pour dette. De façon très concrète, un Irakien, par exemple, qui est arrivé jusqu'en Europe, il va se retrouver avec une dette qui peut aller à 8 000, 10 000, 15 000 euros, suivant le type de passage. Et il sait qu'il va falloir rembourser cet argent. Donc, soit c'est un membre de sa famille déjà installé au Royaume-Uni, par exemple, qui lui a avancé l'argent
et qui va ensuite le faire travailler gratuitement dans son commerce, lavage de voiture, coiffure ou je ne sais quoi, restaurant, ou soit il a dû emprunter de l'argent à des membres de sa famille, par exemple, et il sait qu'il va falloir absolument qu'il rembourse, parce que peut-être que sa famille, à leur tour, ont été amenés à emprunter de l'argent à des usuriers. D'après toi, quels sont les types d'exploitation que l'on retrouve le plus? Bien sûr, il y a l'exploitation sexuelle. Ça peut toucher des femmes, mais ça peut aussi toucher des hommes, ça peut toucher des mineurs garçons ou filles. On a aussi ce qu'on appelle l'exploitation économique, qui est sans doute la forme la plus importante actuellement, même si elle est plus difficile à identifier. Donc, dans l'exploitation économique, c'est tout simplement tout ce qui va être des formes de travail où les gens sont très peu rémunérés et sont souvent logés ou travaillent dans ce qu'on appelle des conditions indignes, avec aussi des amplitudes horaires très importantes. C'est ça qui différencie l'exploitation économique de ce qu'on appelle le travail dissimulé. On a l'exploitation de la mendicité. Un adulte qui mendie, c'est pas interdit dans la plupart des pays. En revanche, on peut exploiter des personnes en les faisant mendier, et ça peut toucher effectivement des personnes âgées comme des mineurs. On a aussi tout ce qui va être servitude domestique. Une petite bonne, entre guillemets, qui se retrouve chez des employés de maison, que ce soit des membres de sa famille ou non, qui doit faire tous les travaux ménagers, s'occuper des enfants en bas âge. Ça rentre dans ce qu'on appelle l'exploitation domestique. Tout ce qui est réduction en esclavage, bien sûr, c'est une forme aussi de traite des êtres humains. Et puis, alors ça touche davantage les mineurs. On a ce qu'on appelle la contrainte à commettre tout crime ou délit. C'est par exemple des enfants qu'on va utiliser pour faire du pickpocketing. Mais ça peut être aussi des utilisations par rapport à tout ce qui va être trafic de drogue, stupéfiants et autres. Et après, on a des formes un peu annexes, plus difficiles à définir. Il y a ce qu'on appelle le trafic d'organes. Et ça, c'est des formes qu'on va davantage trouver en ce moment du côté du Moyen-Orient, qui sont pas toujours évidentes à repérer. La vente de bébés. Enfin, c'est des formes qui sont mal définies dans la législation, mais qui existent dans la réalité. Et la grosse difficulté de la traite des êtres humains, c'est que grosso modo, le législateur a toujours un temps de retard par rapport à l'imagination des personnes qui vont penser à profiler des personnes pour les exploiter, c'est-à-dire en tirer un bénéfice. Alors je sais que c'est compliqué de faire des généralités, mais pourrais-tu nous donner des exemples de comment s'organisent les réseaux de traite? Pour beaucoup d'enquêteurs, les réseaux de traite, c'est forcément une organisation pyramidale avec beaucoup de personnes. Et le constat qu'on a, c'est que de plus en plus, on est sur des organisations qu'on peut appeler horizontales. Il peut y avoir une personne qui recrute, par exemple, des mineurs non accompagnés pour les faire voler. Elle se met en lien avec une personne qui va leur fournir des stupéfiants, des médicaments détournés pour créer une forme d'emprise. Elle se met en lien avec une troisième personne qui est, par exemple, un reseller. Et là, on a un réseau de traite. Donc, plus ça va, plus on s'aperçoit qu'on a une forme d'éclatement et on a en fait des associations de personnes qui sont chacune dans une activité criminelle et qui vont s'associer pour tirer un bénéfice. Il y a bien sûr, suivant les régions, des spécificités. Quand on parle par exemple des femmes nigérianes qui sont exploitées sexuellement, au début on est parti d'un proxénétisme qui était beaucoup lié aux femmes, c'est-à-dire que des femmes exploitaient d'autres femmes, qu'on appelait des madames. Il y a eu des modifications qui sont apparues et on voit que ce qu'on appelle les cultes, donc c'est des gangs, ont pris plus d'importance. Donc là, c'est lié à l'histoire du Nigeria et donc de certains mouvements indépendantistes qui se sont transformés en mouvements criminels. Mais vraiment, la tendance, c'est que on est plutôt à des mini-organisations qu'à des grandes organisations pyramidales. Il en reste quelques-unes, mais c'est de plus en plus faible. Et c'est sans doute ça la difficulté à laquelle on fait face, c'est qu'il y a une adaptabilité et une facilité de recrutement et de contrôle qui a été amplifiée par les réseaux sociaux et toutes les possibilités qu'offre un téléphone portable en termes de contrôle à distance, de recrutement de personnes avec des moyens extrêmement limités. Quand on parle de traite, souvent on parle d'emprise. De quoi s'agit-il exactement? Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que si on veut exploiter des personnes, la première chose à faire, c'est être en capacité de contrôler leurs paroles. Si vous exploitez des personnes et que dès qu'elles rencontrent la police, un travailleur social ou je ne sais qui, elles expliquent comment elles sont exploitées, par qui elles sont exploitées, du coup, c'est impossible de les exploiter. Tous les groupes, quelle que soit leur taille, que ce soit familial, très organisé ou autre, la première chose qu'ils font, c'est se débrouiller pour contrôler la parole des victimes. Le contrôle de cette parole, c'est ce qu'on peut appeler l'emprise.
L'emprise, en fait, on est toujours sur plusieurs étapes. Il y a ce qu'on appelle l'effraction. Il va y avoir une tentative de recrutement. On a ensuite ce qu'on appelle la captation, qu'il faut entretenir la relation de façon suffisante pour que le lien soit fort. Et on a enfin ce qu'on appelle la programmation, faire en sorte que la personne, d'une certaine façon, devienne un objet. Lui expliquer qu'elle est nulle dans tout, sauf dans ce pourquoi on cherche à la conditionner. Et c'est comme ça que, du coup, elle va obtenir une forme de reconnaissance. L'emprise psychologique, ce n'est pas du tout lié à la traite. Et en fait, on peut tous être victime d'emprise psychologique. Une mère qui a un enfant, d'une certaine façon, elle est victime d'emprise de son bébé. S'il pleure, elle est en stress. Donc l'emprise, c'est un phénomène naturel qu'on a tous, parce que c'est ça qui fait qu'on a une certaine empathie et tout. Sauf que ce qui différencie l'emprise, on va dire positive, de l'emprise négative, c'est la dernière étape. Donc à partir du moment où on a un but qui est de faire en sorte que la personne ne peut pas s'émanciper et que cette personne est prisonnière de ce que vous lui dites, c'est là où on peut appeler une forme d'emprise, si vous voulez, toxique. Et là, ça peut être utilisé pour des mouvements sectaires, idéologiques, terroristes, tout ce qu'on veut, ou pour la traite des êtres humains. Et ce qui complique souvent les enquêtes, c'est que la plupart des personnes ne sont même pas conscientes elles-mêmes d'être en fait victimes de traite des êtres humains. J'ai dû faire des entretiens avec plusieurs centaines de victimes. Celles qui m'ont dit qu'elles étaient victimes de traite, enfin, je les compte sur les doigts d'une main maximum. Et même quand une personne me dit dans un entretien qu'elle est victime de traite, c'est là où j'ai le plus de doutes. Elle est très rare, cette conscientisation, elle n'est pas possible au début, justement parce que les personnes sont sous emprise. Et donc voilà, il y a tout un travail pour casser cette emprise. La méthode, c'est de rappeler à la personne comment elle était avant cette période d'effraction. Si on n'arrive pas à faire ça, en fait, l'argumentation rationnelle qu'on peut avoir ne résonnera pas dans la personne. Donc bien entendu, face à toutes les vulnérations des droits de l'homme dont souffrent les victimes de traite, on va essayer de les protéger. Est-ce qu'il existe au niveau international une législation spécifique pour ces victimes ? C'est l'ONU qui, suite à ce qui s'est passé en ex-Yougoslavie, c'est-à-dire qu'on a eu l'intervention de casques bleus pour tenter de stopper la guerre en Yougoslavie, et un des effets de l'arrivée de ces casques bleus, je rappelle les nombres qui étaient importants, c'était 130 000 hommes en Bosnie, ensuite 100 000 hommes au Kosovo. Donc l'arrivée de ces casques bleus a eu pour conséquence en fait un trafic de femmes sans précédent. Pourquoi ? Parce qu'on a des petits malins qui ont compris qu'on avait des hommes jeunes avec un fort pouvoir économique qui du coup avaient des besoins sexuels. Et donc là, on a eu des personnes qui ont fait venir des jeunes filles de Roumanie, d'Ukraine, de Moldavie, etc., qui les ont amenées dans les Balkans. Et ensuite, avec la géographie des réseaux criminels serbes, albanais, bosniens et autres, on les a retrouvés en Europe de l'Ouest. Et donc, pour tenter de lutter contre cette traite à grande échelle, il y a eu ce qu'on appelle la Convention de Palerme, qui a mis en place une définition commune pour les États afin d'être en capacité de lutter contre la traite des êtres humains. Mais ça, c'est surtout sur la lutte contre la criminalité organisée, pas forcément la protection des personnes. Et puis, donc, l'Union européenne et le Conseil de l'Europe ont décidé de mettre en place une législation qui reprend les éléments de la Convention de Palerme, mais qui va mettre plus l'accent sur la protection des victimes. La difficulté qu'on a, c'est pas tant la législation qui est plutôt bonne, c'est tout le processus d'identification et d'orientation. En France, par exemple, les seules personnes habilitées à identifier des victimes de traite, ce sont les policiers ou ce qu'on appelle les inspecteurs du travail. Une association ne peut pas identifier des victimes de traite. Et l'autre difficulté, c'est que si vous et moi, une association, une école, un hôpital, etc., a des doutes sur le fait qu'une personne est victime de traite, dans certains pays comme au Royaume-Uni, il va pouvoir référencer cette situation à une agence. Pour la traite, malheureusement, la plupart des États européens n'ont pas ce système-là. Et cette absence d'orientation fait qu'on passe à côté d'énormément de situations. En France, en Belgique, dans la plupart des pays européens, s'il n'y a pas une enquête de police qui est faite, les personnes ne vont pas nécessairement être reconnues victimes de traite. Pour moi, c'est vraiment le plus gros problème, c'est l'absence de référence au civil, tout doit passer par le pénal, et deux, des services d'enquête qui sont extrêmement peu nombreux, ce qui explique pourquoi le nombre de victimes officielles est extrêmement faible et ne correspond absolument pas à toutes les estimations et toutes les recherches qu'on peut faire sur ce qu'on estimerait être le nombre de victimes plausibles. Pour mieux prendre en charge les victimes, quels seraient à ton avis les leviers d'action à mettre en œuvre ? Les phénomènes de traite touchent tous les pays. On a des phénomènes de traite qui sont propres à l'Afrique de l'Ouest. La tendance qu'on voit, c'est que de plus en plus, on a une exploitation qui se fait en dehors des frontières.
On va utiliser des enfants talibés burkinabés au Mali pour les faire mendier. Pourquoi ? Parce que du coup, ils sont plus isolés, c'est plus difficile de s'occuper de ces victimes. On voit qu'il y a vraiment un développement partout de la traite des êtres humains. Avoir une agence qui soit en capacité d'identifier les situations, ça c'est quand même un point très important parce que quand on discute avec les professionnels, que ce soit la police, la justice, des éducateurs, des associations, des ONG, tout ce que vous voulez, le fait de ne pas savoir quoi faire avec ces victimes fait que du coup, au bout d'un moment, on ne les voit plus parce qu'on ne les voit plus véritablement, mais tout simplement, on se dit c'est trop compliqué, je ne sais pas comment m'en occuper, je ne sais pas quoi faire. Ensuite, il faut mettre en place ce qu'on appelle le repérage. Il ne faut pas espérer que les victimes vont venir à la police ou voir telle ONG, donc de développer des maraudes dans des lieux spécifiques en travaillant sur des indicateurs pour pouvoir signaler ces situations. Si on voit qu'une personne mendie, je sais pas, je vois un enfant qui est en train de mendier, ben, je vais noter quelle est l'amplitude horaire. Ok, je vois tous les matins de 8h jusqu'à 17h. Est-ce qu'il est scolarisé ou pas? Ben non. Donc, je vais avoir un ensemble d'indicateurs où même si le mineur me dit non, mais moi, je suis très content de faire ça, je fais ça pour aider ma famille, et ben, ces indicateurs vont me dire là, il y a des grandes possibilités qu'on soit sur une exploitation et donc une situation de traite des êtres humains. Ce qu'on peut dire, c'est que le travail sur la traite des êtres humains a pour spécificité le travail partenarial. Pour faire simple, un policier, quand il travaille par exemple sur du trafic de drogue, une fois qu'il confisque la marchandise, il détruit la drogue, il la brûle et il arrête les auteurs. Le problème dans la traite, c'est que les marchandises, ce sont les personnes. Et donc, le policier ne sait pas quoi faire de ces personnes. Il est obligé pour ça de travailler avec des travailleurs sociaux. C'est exactement la même chose pour les travailleurs sociaux. Ils ont les personnes, mais ces personnes sont toujours sous emprise, sous la menace. Et on a vu qu'avec les téléphones portables et autres, même à distance, elles peuvent être toujours menacées, sous emprise et autres. Et donc, il faut qu'ils puissent travailler avec des enquêteurs. Donc, la particularité de la traite, c'est que chacun détient un petit bout de la solution. Mais s'il n'y a pas un vrai travail partenarial, on ne peut pas avancer et on n'arrive pas à avoir des résultats. Et dans les pays d'origine, qu'est-ce qui manque, notamment au niveau de la coordination ? Je pense que ce qui manque le plus, c'est l'échange d'informations. Dès qu'on met en place des échanges d'informations, on s'aperçoit qu'en fait, localement, les autorités souvent connaissent ces personnes, ces familles. Et donc, elles vont pouvoir déjà prendre conscience de cette situation, travailler sur de la prévention et vont apporter des informations extrêmement précieuses aux pays de destination. Alors ça peut se faire à n'importe quelle échelle. Je dis par exemple sur le continent africain, on voit que de plus en plus, on est sur une exploitation transnationale, mais de pays voisins. Les autorités maliennes ou l'ONG malienne qui intervient dans telle région, qui constate des situations de traite qui impliquent des enfants, je ne sais pas quoi, sénégalais, burkinabés ou autres, doit absolument identifier d'où proviennent ces enfants et se rapprocher d'homologues de la même région, de la même commune, du même village, pour échanger les informations là-dessus. Ça permettra d'avoir une meilleure compréhension de comment ces enfants sont recrutés, comment du coup mettre en place une prévention, comment fonctionne l'exploitation ailleurs, ce qui fait qu'il y a souvent des faux messages qui sont véhiculés dans les pays d'origine, quel que soit le type de migration, que ce soit vers l'Europe ou ailleurs. Il faut travailler vraiment au niveau local. Je suis assez contre tout ce qui va être grande campagne d'information très généraliste qui souvent ne vise pas les zones d'où proviennent les victimes. Il ne faut pas croire non plus que la traite et la pauvreté, il y a un lien mécanique. Heureusement d'ailleurs, parce que si on prenait tous les gens qui vivent sous le seuil de pauvreté dans un pays et qu'elles étaient toutes exploitées, ça ferait des millions et des millions de personnes qui seraient exploitées. C'est absolument pas le cas. Donc il ne faut pas non plus voir la traite comme une fatalité et c'est ça qui va permettre la lutte. Et sur cette touche d'espoir, je vais te remercier pour cet entretien passionnant. Si vous souhaitez en savoir plus, sachez qu'Olivier écrit également des livres sur ces sujets, dans lesquels il collecte des témoignages et analyse les différentes dynamiques que l'on a mentionnées aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu, et je vous donne rendez-vous à très bientôt.